L'Espagne entretient, on l'a vu, avec le judaïsme et avec Israël une relation profondément marquée par son histoire. En 1492, les rois catholiques signent le décret d'expulsion des Juifs. L'Espagne franquiste a longtemps refusé de reconnaître Israël. La reconnaissance officielle de l'État palestinien en 2024, la participation aux procédures judiciaires contre Israël, les discours très durs de certains ministres, tout cela témoigne d'une distance, voire d'une hostilité. Comment expliquer cette attitude? Bien sûr, il y a la diplomatie, le contexte international, la solidarité politique, mais il y a aussi le poids de la mémoire. À cela s'ajoute une influence qu'on appelle aujourd'hui islamo-gauchiste. Une partie de la gauche radicale espagnole assimile Israël à un État colonial, oppresseur, et les Palestiniens à un peuple en lutte pour sa libération. Ce récit, présenté comme un anticolonial, glisse trop souvent vers un antisionisme radical et en réalité reprend les vieux codes de l'antisémitisme. Nous sommes donc face à une convergence, une mémoire historique d'exclusion et une idéologie moderne qui diabolise Israël. C'est avant tout pour ce double héritage que nous sollicitons aujourd'hui, ce soir, l'éclairage de Julien Dray, un observateur politique particulièrement avisé que nous connaissons tous, que nous suivons pratiquement tous sur CNews très régulièrement. Comment distinguer la critique de la politique d'Israël d'une hostilité de principe qui réactive des préjugés anciens? Voilà un petit peu l'introduction de cette partie qui se fait, si vous en êtes d'accord, par un petit exposé, une présentation et peut-être des questions d'actualité. Quand vous m'avez invité, je me suis souvenu d'une petite anecdote avec François Mitterrand, si vous me permettez, parce que c'était au moment de la crise en Yougoslavie. Et François Mitterrand m'avait convoqué parce qu'il trouvait qu'avec Bernard-Henri Lévy, on en faisait trop pour la Bosnie. Et donc il voulait nous rappeler à l'ordre, et il avait commencé, pendant la discussion, cette remarque. J'étais jeune, je ne l'avais pas pris à la hauteur de ce qu'il me disait. Il me disait, Julien, on n'efface pas les lois de l'histoire. Et concrètement, ces lois-là, on croit qu'elles disparaissent et elles reviennent au moment où on ne les attend pas. Alors j'avais pris ça un peu en disant, bon, comme ça, quoi. Hein. Sur le fond, en Yougoslavie, il n'a pas totalement tort, parce que une fois qu'on avait... lui s'y était opposé, d'ailleurs, face aux Allemands. Une fois qu'on a ouvert la cocotte minute, tous les nationalismes et toutes les haines qui existaient entre Serbes, Croates, Bosniens, etc., ont surgi avec tous les massacres qu'on a connus par la suite. Et qui donc trouvaient un prolongement historique. Voilà. Et c'est pour ça que je pensais en pensant à cette histoire, je pensais à l'Espagne, me disant, parce que c'est vrai que j'avais fait quelques vannes à la télé en disant, bon, l'antisémitisme espagnol, bon, on sait d'où ça vient, etc. Mais c'était plus dans le domaine de la vanne que de la réflexion approfondie. Et donc, en méditant un petit peu, parce que en ce moment les journées sont assez agitées par la vie politique, que je me suis souvenu de cela. Alors, est-ce qu'il y a, parce que c'est la question que je me suis posée et auquel je ne suis pas encore capable de répondre franchement, est-ce qu'il y a une continuité historique entre cet antisémitisme-là qui apparaît en Espagne et qui fait de l'Espagne certainement le pays le plus avancé dans la haine d'Israël, parce que c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, quand un Premier ministre explique que c'est dommage qu'il n'ait pas la bombe atomique, parce que sinon on aurait réglé le problème d'Israël, là on est en dehors de toutes les bornes traditionnelles de la vie publique, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il y a une tradition qui ressurgit, ou est-ce que c'est un fond qui était là, parce que l'Espagne est quand même resté un pays catholique très profond, avec une église qui a quand même toujours été très marquée par le pouvoir et par ses rapports au pouvoir. On se souvient que pendant la guerre d'Espagne, une grande partie de l'église était aux côtés de Franco, et que les républicains espagnols n'étaient pas tendres avec l'église espagnole, c'est vrai, mais en réaction. Est-ce que c'est simplement cette résurgence, ou est-ce qu'il y a un phénomène plus particulier lié à l'Espagne? Et
finalement, je crois qu'il y a certainement une continuité, mais moi, je crois que, si vous me permettez, dans ce qui se passe en Espagne, quand on regarde, alors là, sur le plan politique, il y a une explication qui est plus simple. Voilà. Après, je laisse aux historiens. Moi, j'ai été historien quand j'étais jeune, mais j'ai donc écouté ce que vous disiez avec beaucoup d'intérêt, et je vais m'abonner à votre institut parce que je l'ai découvert comme ça, et comme je suis né en Algérie, que moi, je suis pas moi, je suis un juif séfarade, mais qui était avant les Espagnols. Parce que moi, mes ancêtres étaient des juifs qui habitaient entre la frontière marocaine et la frontière algérienne. C'était un village qui s'appelle Oued Dara, et tous les Daré, Drahi, etc. viennent de là, j'ai vérifié ça, Ayad Vashem, etc. Bon, donc moi je suis avant les Espagnols, et par ailleurs je vais vous dire honnêtement, la tradition que j'avais, qu'on m'avait enseignée, que mes parents m'avaient enseignée, c'est que les Espagnols en Algérie, qui avaient donc été venus en Algérie, n'étaient pas très prosémites, puisque par exemple en 1932, il y a un pogrom à Oran très violent, et ils parlent des quartiers espagnols d'Oran. Voilà. Ils étaient très catholiques, et c'était pas des gens qui avaient soi-disant fui la République, mais alors en tous les cas pour les Juifs, ça ils n'ont raté pas, quoi. En tous les cas, tout ce que m'a appris mon père, c'était ça, et mon père et ma mère. Voilà. Donc comment dire, j'ai donc réfléchi à ça, mais il y a un élément. Je dirais, il y a deux éléments qui expliquent, pour moi, ce qui est en train de se passer. Il y en a trois, alors pour être précis. Il y a, et j'y reviendrai à la fin, la radicalisation de tout ce qui est l'extrême gauche mondiale d'ailleurs, parce que sur le fond, il n'y a pas que la France, c'est l'extrême gauche mondiale, et cette jonction nouvelle qui avait commencé, j'y reviendrai tout à l'heure, en Angleterre. Il y a un deuxième élément, qui là est d'après moi un élément très important. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans la lutte contre le franquisme, tous les groupes qui menaient la lutte contre le franquisme, et notamment les groupes qui ont pratiqué le terrorisme, s'entraînaient avec les groupes pro-palestiniens dans les bases militaires qu'il y avait au Liban, et que toute une partie des cadres de ces mouvements se renvoyaient l'ascenseur. C'est-à-dire qu'il y a eu des attentats qui ont été menés par l'État qui faisait ça au profit du FDLP, et le FDLP qui était le Front démocratique de libération de la Palestine, qui après s'est radicalisé et s'est intégré à l'intérieur de l'OLP. Mais il y a donc eu pour tous ces groupes d'extrême gauche une fréquentation et une reprise, une fréquentation et pas simplement idéologique, une fréquentation humaine avec tout ce qui était les mouvements qui se mettaient en place dans la lutte contre l'État d'Israël au Moyen-Orient. Et moi, je pense que dans cette Espagne-là actuelle, une partie des cadres de ces mouvements autonomistes, dont les origines de leur histoire et toutes ces luttes-là, a donné ce fond de solidarité, comme ils disent, avec la Palestine et avec les mouvements pro-palestiniens qui existaient. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra, moi je donne cette piste-là, mais il faudra travailler. Mais des premiers éléments que j'en ai discuté un petit peu, pour être précis, avec Manuel Valls, parce que je voulais qu'il m'explique un peu ce qui se passait en Catalogne, et il me dit, écoute, c'est très simple, tout le mouvement autonomiste catalan est antisémite dans son rapport à l'Espagne, quoi, tout. Il généralise, mais il dit, c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'il me disait qu'il s'opposait très fort au mouvement autonomiste en Catalogne. Je pense que c'est en partie vrai aussi pour le Pays Basque. Voilà. Peut-être un petit peu plus compliqué, parce que l'État, ça a été un petit peu plus compliqué, mais je pense que c'est ça. Et dans le sud de l'Espagne, ça doit être à peu près la même chose. Je pense qu'il faut travailler cette piste-là, parce que c'est des liens qui sont créés, qu'une partie de ceux qui dirigent aujourd'hui tous les mouvements indépendantistes ou autonomistes en Espagne sont plutôt de ma génération, et que cette génération, elle a donc commencé dans les années 70 par cette apologie du peuple palestinien, qui était le drapeau à l'époque, notamment de tout ce qui était la frange maoïste de l'extrême gauche. Voilà. Les premiers drapeaux palestiniens que j'ai vus, moi, dans ma vie de militant, je les ai vus dans les meetings de la cause du peuple du mouvement maoïste en France. Voilà. Où là, voilà. Il y avait d'ailleurs, c'est un souvenir d'enfance. Moi, quand j'étais tout petit, j'étais pas tout petit, j'étais déjà un petit garçon. Mon père m'a amené à la Sorbonne en mai 68. Et parce que j'étais militant de gauche, etc. Et donc il voulait, et il était très en colère. J'assistais à une dispute parce que dans la cour de la Sorbonne, il y avait un énorme drapeau palestinien qui avait été affiché par les maoïstes,
Et donc lui, comme c'était un militant de gauche, etc., mais bon voilà, il avait été s'engueuler en disant qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce que ça a à voir là, ça avait failli tourner en pugilat, les maoïstes étaient venus, bon, c'est là que j'ai compris que je me suis amené c'est peut-être là que je suis devenu trotskiste, sans le savoir, parce que je détestais les maoïstes, parce que je les avais vus s'en prendre à mon père. Mais j'insiste sur cet aspect-là des choses. Je suis à peu près certain, de ce que je vous dis, la trame, elle est là. Et donc, comme au PSOE, vous avez toute une partie aussi, comme ça a été le cas en France, de militants issus d'extrême gauche qui se sont reconvertis dans la social-démocratie, vous avez une filiation qui s'est créée là et qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est, d'après moi, un élément qui explique la radicalité actuelle. Et puis, il y a une deuxième chose plutôt, il y a une question d'opportunisme électoral. Le gouvernement espagnol est en grande difficulté par des scandales financiers et il a pris, je pense que il a pris la ligne de la solidarité parce que c'est cette ligne-là, la solidarité avec le peuple palestinien, qui lui permet de consolider son alliance avec Podemos et avec les groupes d'extrême gauche qui lui permettent d'avoir une majorité au Parlement espagnol. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais les derniers sondages lui donnent raison. C'est-à-dire que les derniers sondages montrent que le gouvernement actuel, finalement, s'il y avait des élections actuelles, il en ferait plus de 38% et il apparaîtrait comme très fort. Et les manifestations qui ont lieu et qui étaient très importantes, elles le confortent dans cette logique et dans cette surenchère qui lui permet, voilà, ça c'est de l'opportunisme électoral cynique, mais je pense que ça joue, surtout vu ce Premier ministre-là. Alors après, j'en arrive à la troisième chose, c'est-à-dire, en toile de fond de cela, qu'est-ce qui se passe dans une partie de la gauche, et notamment dans sa partie soi-disant la plus radicale aujourd'hui. Alors la racine des choses, elle a malheureusement, ce qui est terrible d'ailleurs, elle a pris son origine dans des militants juifs trotskistes anglais, et juifs israéliens en plus, qui au milieu des années 70, ont considéré que le nouveau prolétariat du monde, c'était ce qu'ils appelaient les masses islamistes. Et que l'objectif, désormais, pour faire le grand soir et conduire des processus révolutionnaires, c'était de faire ce qu'on appelle la théorie du front unique avec les masses islamiques. La théorie du front unique, c'est on se rassemble, on s'unit, ça s'appelle marcher séparément et frapper ensemble. Voilà. Et donc, c'est un monsieur qui s'appelait Tony Cliff qui a commencé à théoriser cela dans des groupuscules d'extrême gauche et ils ont commencé à partir de là à retisser des liens très profonds avec les mouvements radicaux palestiniens. Et puis ces mouvements-là se sont infiltrés à l'intérieur du Labour, du Parti travailliste anglais, et ils ont défendu leurs idées à l'intérieur du Labour. Et ça a produit ce que vous avez vu à l'intérieur du Parti travailliste anglais. Donc les racines de cette conversion, elles sont là. Voilà. C'est-à-dire dans ce mouvement qui substitue à l'ouvrier au traditionnel travailleur une nouvelle figure, la figure emblématique du musulman qui est opprimé par, je dirais, l'impérialisme. Et comme déjà en 48, dès la naissance de l'État d'Israël, le représentant de l'impérialisme américain, c'est Israël, et donc les Juifs, c'est l'ennemi qui devient celui qu'il faut abattre. Alors tout ça s'est développé en Angleterre avec Corbyn, qui a même été Premier ministre, etc. Alors après ils ont nettoyé, mais c'est pas aussi simple que ça. Ça perdure. L'Angleterre étant certainement un pays aujourd'hui dans une situation dramatique dans sa confrontation avec l'islam. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir au regard du fait que le modèle communautaire qu'ils ont valorisé pendant tout un temps fait que vous avez aujourd'hui toute une partie de l'Angleterre qui n'est plus l'Angleterre. Je veux dire, où la justice même dans les quartiers est devenue une justice islamique. C'est-à-dire vous avez des tribunaux qui jugent, et la représentation de l'autorité anglaise n'existe plus quasiment. Hein, voilà. Et je ne sais pas comment ils vont arriver à régler ce problème-là, parce qu'il y a une partie de l'Angleterre qui a pris conscience de cela, et on l'a vu avec la manifestation gigantesque qui a eu lieu à Londres, c'est-à-dire qu'il y a les débuts d'une confrontation qui ne sera pas simplement fraternelle. Hein.
au regard de la manière dont les choses se sont structurées. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est construit, voilà, hein, c'est-à-dire. Et alors, parce que je ne veux pas être trop long, pour ce qui est de celui qui est qui a introduit cela en France, sur le fond, parce qu'il y avait des mouvements marginaux qui reprenaient ça, et celui qui a installé cette culture, cette nouvelle culture, ou qui s'est converti à cette culture, c'est évidemment Mélenchon. Avec une histoire très particulière, que le Mélenchon que moi j'ai connu, en Essonne, était un franc-maçon affiché, un anticlérical affiché, un défenseur des traditions républicaines, tout ce que vous voulez, fallait pas lui parler du foulard, voilà, etc. Et donc ça a été même pour beaucoup d'entre nous une surprise de le voir basculer à ce point-là aujourd'hui, où il défend exactement l'inverse de ce qu'il a défendu pendant plus de 30 ans. Bon, voilà. Le moment de bascule, je l'ai dans le livre que j'ai écrit, j'ai réussi à le dater, parce que au moment des Gilets jaunes, mouvement des Gilets jaunes, etc., Mélenchon est convaincu au regard de la trajectoire politique qui a été la sienne, c'est-à-dire une rupture avec la social-démocratie et une refondation d'une gauche radicale qui se veut retrouvant ses fondamentaux historiques. Il pense que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un vrai mouvement de prolétaires et qu'il va en être le porte-parole et le représentant qui va venir à lui. Voilà. Et donc il est présent, il est omniprésent, etc. et tout. Bon, après, pour plus de détails, je vous renvoie à mon livre, d'une conversation que j'ai eue avec lui assez franche. Et en fait, il est extrêmement surpris parce que au soir de ce mouvement des Gilets jaunes, quand arrivent les élections européennes notamment, il n'y a pas un Gilet jaune qui vote pour lui. Et donc il considère à partir de là que le travailleur blanc, c'est forcément un électeur du Front National et qu'il n'y a plus grand-chose à obtenir et qu'il n'y a pas d'espoir dans ce domaine-là. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire en 2014 à peu près, qu'il va commencer à fréquenter une fille qui va jouer un rôle très important dans cette conversion-là, qui est discrète mais qui s'appelle Danielle Obono, qui elle était en liaison totale avec les groupes d'extrême gauche anglais, et en était même une des membres. Voilà. Elle appartenait à un groupuscule qui s'appelait Socialisme par en bas, mais elle et M. Coquerel vont commencer à lui montrer qu'électoralement, il y a un nouveau prolétariat, le 93 par exemple, les villes du 93, des quartiers populaires, comme ils disent, qui sont des quartiers où malheureusement, progressivement, on a ghettoisé, et donc on a laissé à la fois les dealers et ce qui va souvent avec d'ailleurs les mosquées, ce qui n'est pas contradictoire, loin de là, on a laissé les choses s'installer. Et donc l'objectif, tout doucement, il va commencer à participer à quelques manifestations, etc. C'est ce qu'il dit dans ses livres. Au début, il dit « J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, que Gaza était un camp de concentration à ciel ouvert, que ces jeunes Palestiniens étaient la figure symbolique de l'opprimé, de l'oppressé, etc., qu'on les avait délaissés, etc. » Il va introduire ça. Et en introduisant ça dans son discours, il va effectivement avoir un écho dans les quartiers. Cet écho va lui donner une force électorale qu'on a vu apparaître. Et puis, il y a eu le 7 octobre. Et le 7 octobre, c'est le point de bascule dans l'affirmation de cette orientation politique. Et pour cela, évidemment, la question de la dénonciation d'Israël, la dénonciation de l'État colonial, la dénonciation du sionisme comme étant un nouveau colonialisme, la dénonciation du sionisme comme étant le représentant de la puissance impériale américaine, qui est évidemment le mal absolu à l'échelle de la planète, va être son leitmotiv. Et sa conversion l'amène, et je finirai par ça, puis après on pourra en discuter, à ce que, j'ai dit, les lois de l'histoire ne s'oublient jamais, ou ne s'oublient pas, et ce qu'on a appris dans son enfance, souvent en vieillissant, on revient à la surface. Et là, alors c'est provocateur ce que je dis, mais vous voyez que j'ai quand même mis le doigt sur quelque chose, c'est que dans l'écriture du livre, un jour je suis tombé sur deux personnes qui dans une salle me disent « mais on le connaît très bien Mélenchon ». Je dis « ah bon, ouais, ok, moi aussi, mais non, mais nous on le très bien, parce qu'on a été à l'école avec lui ». « Ah bon, vous étiez à l'école avec lui ?»« Oui. » Et alors ? « Ah bah c'est un antisémite ». Je commence à... attendez, doucement quand même. Je dis, mais si, parce que quand il était à l'école, sa mère, c'était la copine du curé.
elle était une grenouille de bénitier. Voilà, elle était tout le temps là, elle organisait les processions, etc. Lui, il était enfant de cœur, et il passait son temps à l'école à nous dire que nous, les Juifs, on avait tué Jésus. Et on s'est même battu avec lui, on a été punis à cause de ça. Alors, j'avais eu le vent, parce que Ruth Elkrief, la journaliste, me l'avait signalé, j'avais pas assez de détails, mais en fouillant, voilà, et je l'ai mis en cause. Alors, c'est pour ça que c'est une petite anecdote, j'ai fait exprès de faire à CNews une attaque en disant qu'il revient à son enfance, en me disant il va s'énerver, parce qu'à un moment donné, je le connais, il va s'énerver. Et alors, c'est la seule fois où il m'a répondu, il dit c'est dégueulasse de remettre en cause l'enfance de quelqu'un pour débattre politiquement avec lui aujourd'hui. Ce qui veut dire, au passage, qu'il reconnaissait qu'il s'était passé quelque chose dans son enfance. Parce que normalement, il aurait dû me dire, espèce de salopard, qu'est-ce que t'inventes, etc. Là, bon, comme j'ai dit, je crois que comme c'est malin, il savait que je devais avoir quelques trucs dans la manche, etc. Et que s'il avait fait un procès ou des choses comme ça, on aurait pu les profiler. Ce qui permet, juste, je finis là-dessus, contrairement à ce qu'il raconte, d'ailleurs, quand vous polémiquez avec lui, c'était pas un pied noir, Mélenchon. C'est un menteur. Voilà. Quand il dit chez nous, machin, etc., il n'y a rien à voir. Ses parents étaient simplement des fonctionnaires français détachés au Maroc. Ils sont juste rentrés en France en 1962. Et d'ailleurs, dans un de ses livres mémoires, il dit « Moi, je voyais tous ces gens qui revenaient d'Algérie, mais moi, je venais avec ma cage et mon petit oiseau, mais nous, on n'avait rien à voir avec eux, parce que nous, on avait fini notre temps à rentrer. Voilà, le temps du Maroc, pas d'Algérie d'ailleurs. Et vous avez vu que pendant tout un temps, il a cultivé l'idée, et d'ailleurs, il dit souvent « De chez nous, c'est mon pays, etc. » Il n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. Il s'est construit une histoire, et il se construit une identité qui lui permet, par ailleurs, de justifier ces choses. Alors, c'est très ennuyeux, pour finir, c'est très ennuyeux parce que c'est ça qui m'angoisse le plus aujourd'hui, c'est que cette ligne-là, il a réussi, avec les événements de 7 octobre, il faut être honnête, à conquérir des consciences juvéniles. Voilà. Et ce qui se passe dans les universités et dans les lycées français est assez ennuyeux parce que autant la génération qui était la mienne, bon, nous on s'est battus contre la guerre du Vietnam, contre voilà tout ce qui se passait, etc. Bon, mais on était plus cultivés qu'eux. Je pense, sans prétention, on travaillait, alors qu'eux ils travaillent pas, ils sont dans l'émotion, dans l'image et dans quand on discute avec les jeunes actuels, ceux qui sont dans ces mouvements-là, c'est très très difficile parce qu'ils ne connaissent rien. Voilà. Ils n'ont aucune culture, ils ne savent même pas, c'est tout juste, voilà, c'est-à-dire quand ils vous racontent 1948, la Nakba, on a expulsé, ils disent non, c'est pas passé comme ça, etc. Voilà, ils récitent quelques trucs qu'ils ont lus sur Internet, 3 tweets que Rima Hassan a fait ou je sais pas quoi, et donc mais par contre, ils ont réussi à travers cette émotion à faire main basse sur toute une génération de jeunes, et c'est un problème pour la société française parce que ce ne sont pas des jeunes immigrés. Ce sont tous, la plupart d'entre eux, des jeunes Français. C'est-à-dire, quand vous allez dans les manifestations, c'est pas la jeunesse des quartiers, c'est une jeunesse scolarisée, souvent, une partie en échec scolaire. C'est-à-dire qu'ils sont dans les universités, ça marche pas, puis comme l'ascenseur social en France marche pas aussi bien qu'avant, ils sont une sorte de déception, de rancœur, et donc ils en arrivent à avoir une haine qui trouve un exutoire à travers ce qui se passe en Palestine, mais aussi à travers leurs parents, parce qu'ils engueulent souvent leurs parents en les traitant de coloniser, parce que vous avez accepté, alors qu'il fallait se révolter, etc. et tout. Et donc tout ça fait un cocktail, d'après moi, inquiétant, parce que à ce stade-là, il n'y a pas de réponse, l'affrontement idéologique n'a pas eu lieu. Donc, ils font régner une forme de tyrannie intellectuelle dans les facs et dans les universités. Dans les lycées, ça commence un peu. Et en face, d'abord, l'administration est très faible. Donc, elle laisse faire des tas de choses. Il y a des universités, prenez par exemple Tolbiac, les copains me racontent que un jour sur deux, c'est solidarité avec la Palestine, donc il n'y a pas cours. Voilà. Et les profs disent rien, et vous prenez mes cours sur Internet, etc. et tout. Après, il y a tout ce qu'on a su, c'est-à-dire la désignation de la dénonciation organisée par des groupes très structurés, là par contre, qui sont financés par le Hamas, notamment BDS, le fameux BDS, qui est un mouvement international, qui est le même que celui qui paye les bateaux des flottilles. Bon, voilà, et ils ont une discipline avec des feuilles qui visent aujourd'hui à
faire que toutes les universités françaises rompent toute relation possible avec les universités israéliennes à quelque niveau que ce soit. Alors il nuance en disant on ne fait pas la chasse aux individus, on fait la chasse aux... Bon, en fait, ça finit par la chasse aux individus toujours. Voilà. Et ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que pour reprendre pied dans les universités, il va falloir que des têtes se lèvent, que des combats idéologiques se mènent et surtout, moi je pense, et c'est ce que je dis beaucoup aux organisations juives, il faut donner aux jeunes juifs la formation nécessaire pour aller à la bataille. Pas simplement la formation physique, comme de temps en temps il faut un peu quand même pour se faire respecter, mais la formation idéologique, parce que c'est pas la connaissance qu'on arrivera à casser les choses. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en réunion familiale d'avoir les enfants de copains à moi qui étaient basculés dans le truc et qui me disaient ouais mais toi, etc. Je dis bon alors assis-toi, tu vas écouter ton oncle, on va parler. Et en général, ils se levaient en disant oui mais on peut pas parler avec toi. Je dis comment ça on peut pas parler avec moi? Toi tu vas déjà apprendre à lire, donc je vais déjà t'offrir les livres de Georges Bensoussan, tu vas apprendre l'histoire. Puis quand on aura lu les livres, on pourra en parler. Parce que tu connais rien, mon ami. Mais le problème, c'est que ça, c'est mes neveux ou mes nièces, mais que c'est un peu partout ce qui se passe. Voilà. Et donc, je crois que notre travail à nous, souvent on me dit, est-ce qu'on a encore une place en France? Oui, on a une place en France, à la condition qu'on se batte. Et qu'on se batte sur le fond et qu'on donne le moyen à toutes les jeunes générations. Voilà. Parce que je pense, et je finis là-dessus, moi, c'est mon espoir, je pense que la société française, elle n'a pas basculé. Le peuple français s'est bien tenu sur ces questions-là. Les élites, c'est autre chose. Les médias, c'est autre chose. Mais le peuple en lui-même, il n'est pas en train de basculer. Et d'ailleurs, je pense même qu'il commence à en avoir marre. Marre de cet islamisme, marre de tout ce que ça représente. Et la tristesse, c'est qu'une partie de la gauche a fait cause commune et a fusionné. Voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Peut-être, parce que je suis prudent, peut-être ce qui est la gauche réformiste, social-démocrate, tout ce que vous voulez, a compris que pour elle, toute alliance avec la France insoumise était mortifère. Et il faudra aussi que cette clarification ait lieu à gauche et de manière brutale, parce que ça ne sera pas tendre. On le voit déjà dans les manifestations, ce qui se passe, etc. Il faudra arriver à ne pas se laisser faire. Voilà.